Donc, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bienvenue à la boutique, Potemkin. Je fais toujours un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une boutique de DVD, on existe depuis une quinzaine d'années. On est également une maison d'édition de DVD. Et on accueille régulièrement des réalisateurs, des critiques, des écrivains pour qu'ils viennent parler des films, des films qui viennent de sortir. Alors Christophe Honoré est déjà venu à la boutique, voilà, partie un peu de l'histoire de ces rencontres. À 2 reprises, vous êtes venu, Christophe, pour venir parler de Plaire, aimer, courir vite, si ma mémoire est bonne, et de Chambre 212. Donc l'idée est d'avoir un petit échange autour d'un film qui vient de sortir. Là, aujourd'hui, c'est le lycéen qui nous rassemble, votre dernier film qui est sorti en salle et qui vient de sortir en DVD chez Memento. Et puis d'avoir un échange avec vous si vous avez des questions à poser à Christophe. Et puis après la discussion, il y a un petit moment de dédicace pour ceux qui achèteront le DVD. Voilà. Je fais juste un tout petit rappel biographique. Donc je dis que vous étiez venu pour vos 2 derniers films, Plaire, aimer, courir vite et Chambre 212. Moi, je vous avais connu début des années 2000 avec vos premiers films, 17 fois Cécile Cassard, il y a eu aussi Ma mère, dans Paris en 2006 avec Romain Duris et Louis Garrel. Je ne vais pas citer toute la filmographie, mais voilà, on vous suit une fois, c'est une régularité, un film tous les 2 ans. Tous les 2 ans. J'essaye. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, si c'était pas assez, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi écrivain, donc vous avez fait des livres pour enfants, des romans, collaboré à des scénarios, et également mis en scène des pièces de théâtre, et également des opéras. Donc ça fait, voilà, là, on est réunis pour parler de cinéma, mais une première question qui me vient quand même, c'est comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toutes ces activités, comment on arrive à avoir... est-ce que tout ça se fait comme des évidences, ou est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie, de rituel, une sorte d'habitude? Comment on arrive comment ça se passe la vie artistique, la vie d'artiste Christophe Honoré? Je sais pas, est-ce qu'il y a des rituels Non, après c'est vrai que mon activité de metteur en scène de théâtre, elle s'est un petit peu intensifiée depuis 7-8 ans, je dirais. Et donc, sans que ce soit un rituel, en tout cas il y a une sorte d'alternance comme ça entre la production d'un film et puis après la production d'une pièce de théâtre, avec parfois d'ailleurs des passerelles. Vous citiez Plaire, aimer, courir vite, en fait. J'avais créé à ce moment-là en fait une pièce qu'on avait jouée à Paris à l'Odéon qui s'appelait Les Idoles et qui était, où il y avait comme ça une espèce d'effet miroir entre le film, en tout cas entre les thèmes et l'époque traversée à la fois par le film et par la pièce de théâtre. Dans un sens, ce film, Le lycéen, était aussi une espèce de reflet d'écho un petit peu à une pièce que j'ai montée juste avant le tournage, en fait, qui s'appelait Le ciel de Nantes, enfin qui s'appelle Le ciel de Nantes. Et donc c'est vrai que ça me donne étrangement, alors qu'on pourrait penser que ça occupe du temps et que donc du coup ça fait moins de temps consacré au cinéma. Au contraire, ça me redonne de l'énergie, moi pour le cinéma, d'être au théâtre. Et ça nourrit beaucoup en fait, les projets maintenant se nourrissent beaucoup les uns les autres. Et après, qu'est-ce que ça fait comme vie? Bon, vous n'avez pas de vie privée, non, c'est pas vrai. Mais malgré tout, votre vie privée aussi, quand même, très liée au travail. Et non, en plus, moi j'ai vraiment l'impression de passer beaucoup d'après-midi à rien faire. Donc je suis toujours un peu surpris quand on me présente comme quelqu'un de très productif. Je me sens souvent pas très productif. Et quand est-ce que vous écrivez, par exemple, dans la journée? Est-ce qu'il y a une heure dédiée à l'écriture ou à un moment peut-être plus solitaire et avant de rejoindre un moment peut-être plus de troupe ou c'est ça qui est agréable en tout cas avec les écritures de scénario, c'est que c'est des écritures qui sont quand même des écritures assez... tant que vous ne vous faites pas lire, en tout cas, c'est assez joyeux. Et surtout, ça vous permet de... c'est un mot un peu...
j'ai l'impression qu'il est lourd ce mot, mais ça vous permet un peu de rêver au cinéma quand même, quand vous écrivez des scénarios, et de vous dire, ah, on pourrait faire un film qui parlerait de ça, ça et ça. Et donc moi j'ai plutôt un rapport à l'écriture qui n'est pas... c'est pas une corvée en tout cas pour moi, ou c'est pas une angoisse. Je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes en fait qui sont un peu crispés par l'écriture du scénario et qui comme ça du coup prennent énormément de temps en fait à accoucher d'un scénario, etc. Moi c'est vrai que l'écriture du scénario c'est plutôt un moment de liberté et où je suis assez content d'être tout seul, c'est vrai. Et donc non, c'est plutôt des périodes en fait, c'est assez rare malgré tout que ça se chevauche, si une mise en scène de théâtre peut se chevaucher avec un moment de post-production, de montage, de mixage, etc. Mais la plupart du temps, quand même, c'est une chose après l'autre. Après, par contre, les choses, parce qu'au théâtre et à l'opéra, les choses se décident très en amont. Oui, donc c'est des commandes, il y a des commandes ouais, voilà, à assurer et des deadlines à respecter. Qui sont... Et donc vous êtes un peu engagé dans des agendas et dans des plannings très précis, et comme au cinéma, je ne surprendrai personne à dire que c'est de plus en plus difficile en fait de trouver les financements des films, et donc les films peuvent vite se décaler. Et pour moi c'est une assez bonne excuse, en tout cas face à mes producteurs, etc., de dire bah non, ça ne peut pas se décaler parce qu'après je suis en théâtre, et donc c'est une manière pour moi des fois de mettre pression un peu pour réussir à tenir les temps qui moi me correspondent. Et pour revenir au cinéma, comment est-ce que vous alimentez? C'est-à-dire, est-ce que vous allez souvent au cinéma? Est-ce que vous regardez beaucoup de DVD? Est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les plateformes? Comment est-ce que vous captez quel est le dernier film qui vous a marqué en salle sans avoir de hit, mais quel est votre fonctionnement, votre économie, quoi, cinéphilique au niveau des images, quoi? S'il y en a. C'est assez étrange parce que ça a changé au fur et à mesure que vous faites des films. Et puis moi ça va faire, je me sens tellement un dinosaure quand je dis ça, mais ça va faire 20 ans quand même. Mon premier film c'était en 2001, donc ça fait même plus de 20 ans. Donc forcément le rapport au temps n'est pas le même. Une fois que vous avez une douzaine, une quinzaine de films derrière vous, et quand vous faites vos 5-6 premiers films. Moi je vous ai connu, je le rappelle toujours, mais je vous ai connu à la radio, en cinéaste, mais c'était une émission sur France Culture, mais en critique virulent et exigeant, presque enragé, quoi. Et moi j'aimais beaucoup, mais je me suis dit waouh, il met la barre haut quand même. Voilà, il demande beaucoup. Le cinéma est important, quoi. Oui, après, alors déjà peut-être que quand vous commencez à faire des films, vous devenez un tout petit peu plus indulgent sur le cinéma, parce que vous dites qu'à un moment il va y avoir un effet boomerang et qu'on va vous dire non, en fait j'ai moins d'intérêt. J'avoue que en fait j'étais très très soucieux, mais effectivement certainement parce que quand j'étais jeune, j'étais très cinéphile, et puis après, j'ai commencé à écrire un petit peu sur le cinéma. J'ai jamais vraiment eu de velléité critique, mais en tout cas, j'avais comme ça ce plaisir de commenter les films, et c'est très très excitant en fait quand vous êtes cinéphile. Il y a tout le rapport au patrimoine, évidemment, mais il y a aussi toute cette idée de qu'est-ce que c'est que le présent du cinéma. Et le présent du cinéma, il se fait aussi bien dans le cinéma français que le cinéma américain, que le cinéma européen, asiatique, de toutes les parties du monde. Et donc ça, il y a toujours une espèce comme ça de vertige, en fait, à se dire à un moment, tiens, c'est étrange pourquoi à un moment des formes se retrouvent dans des films de nationalités très différentes, et des rapports à la mise en scène et des rapports au jeu d'acteurs. C'est pas que des effets d'air du temps ou de mode, mais vraiment, en fait, le cinéma, c'est une langue où les cinéastes se répondent les uns les autres. Alors évidemment, dans le cercle un peu microbien du cinéma français, on se répond beaucoup, mais parce qu'on a une chance, il y a un très grand privilège en fait de produire beaucoup de films dans le cinéma français, et donc forcément en tant que cinéaste, on répond un peu à d'autres cinéastes par nos films, mais ça se fait aussi d'une manière un peu plus universelle. Et ça, je l'avais vraiment jusqu'à... pendant longtemps, en fait, mes films étaient souvent des réponses en fait aux films que je voyais. Et là, ça fait 3, 4, 5 films, en fait, je vois bien que je m'isole, en fait, et qu'au contraire, c'est pas que je suis moins intéressé par le cinéma,
mais le cinéma au présent, on va dire, m'échappe peut-être un peu plus. C'est pas qu'il m'échappe d'ailleurs, c'est que c'est plus que j'essaye de m'en préserver un petit peu plus. C'est ça qui est très étrange en fait, c'est que c'était quelque chose en fait que je voyais plutôt comme des vitamines, enfin je sais pas, ça me stimulait beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, des fois, la pratique du cinéma en tant que spectateur, et pas du tout parce que je serais déçu par le cinéma d'aujourd'hui. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens qui pensent que le cinéma c'était mieux avant. Je trouve qu'il y a des choses vraiment passionnantes aujourd'hui. Mais j'ai un peu plus besoin d'être dans mon terrier, on va dire, pour pas lâcher les idées et peut-être aller plus en profondeur en fait sur certains thèmes, etc. Et donc d'être un peu moins ouais, il y a l'idée de se protéger un petit peu, d'être un peu plus dans le refuge. Mais après, je continue quand même à aller 2-3 fois au cinéma par semaine, donc je vois les choses. Les séries, très honnêtement, je ne connais pas trop. Enfin, j'en connais comme tout le monde, les trucs les plus connus. Mais je ne peux pas dire en fait que j'ai une culture de ça. Un peu par principe, quand même, je dois y avouer. En tant que cinéaste, on est très. Je ne sais pas comment dire ça. On y met en péril quand même par les productions séries d'aujourd'hui. À tort ou à raison, mais en tout cas, on voit bien que la part du cinéma, et même la part symbolique du cinéma, elle se rétrécit vraiment au profit d'autres productions que des productions destinées à la salle. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu par principe. Après, d'autres y voient des possibilités de narration, de développement de personnages, C'est pour ça que c'est pas un jugement de valeur, en fait, quand je dis ça. C'est un principe, comme tout le monde, je prends plus des fois de plaisir à voir certaines séries qu'à voir certains films. Mais j'ai pas une curiosité, on va dire, qui me ferait être à l'affût de chaque série qui sort et de vouloir absolument la voir en me disant tiens, qu'est-ce qui se fait, etc. Ou tout simplement des réalisateurs que vous suivriez, où est-ce qu'il en est lui, quel est son dernier film, est-ce qu'il y a peut-être des points de repère comme ça, ou des parcours comme ça Sur le cinéma, oui, je continue à aller voir les gens qui m'ont touché et j'essaye d'être un peu... Comme qui par exemple mais Non, mais c'est pas un name dropping, mais c'est aussi une porte d'entrée comme ça dans des univers, aussi, de dire tiens... Alors c'est un petit peu compliqué sur la rentrée parce que quand vous sortez un film, pour le coup, en fait, c'est dur de ne pas voir les films des autres comme des films rivaux. Mais c'est normal, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites tout le travail de promotion des films, il y a un travail qui vous plaît. Non, pas du tout. Mais vous êtes obligé de le faire. Mais donc forcément, en fait, on ne cesse de vous évoquer d'autres films en fait qui vont sortir en même temps que vous, et donc c'est difficile en fait d'avoir un regard un peu généreux sur ça. Mais une fois que vos films sont sortis, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais plus parler, je sais pas, dans les films qui sont sortis en début d'année. Moi j'étais très excité par un film qui n'a pas du tout marché de Damien Chazelle, par exemple, Babylone, qui est vraiment un film qui me passionne, que je trouve très très stimulant pour le coup, d'un point de vue du cinéma. C'est pas forcément un film qui me... Enfin voilà, ça fait vraiment partie des films qui redonnent beaucoup de plaisir en fait à faire du cinéma. Et ce qui est quand même important quand vous avez fait un certain nombre de films, c'est-à-dire d'essayer d'entretenir quand même toujours ce désir, non pas de refaire un film pour faire un film parce que c'est censé être votre activité. Et moi j'ai cette chance-là en travaillant au théâtre ou en littérature, etc., de jamais tellement considérer mon activité de cinéaste comme un métier. C'est pas mon métier parce que j'en fais d'autres. Mais la question du désir du film et du film d'après, elle est toujours essentielle. Et c'est vrai qu'un film comme ça, avec tout ce qu'on peut reprocher à ce film-là, et voilà, mais en tout cas, est vraiment un film qui vous donne un grand désir en fait de cinéma. Aussi parce que c'est un film très méta sur le cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette vague là, de réalisateurs, tant Spielberg, Sam Mendes, qui font des films un peu assez singuliers dans leur... C'est normal en fait que là on va en avoir plein, des films sur le cinéma. Mais c'est normal, on est dans une crise réelle, profonde,
Et donc c'est normal que des cinéastes à un moment s'interrogent sur la disparition du cinéma. Si les cinéastes ne s'interrogeaient pas sur la disparition du cinéma, qui va s'y coller quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est tout à fait logique. Je sais que le prochain film de Moretti, il est sur un personnage de metteur en scène. Effectivement, vous disiez Spielberg, Sam Mendes, etc. Alors chacun y répond à leur manière en fait. En travaillant plus ou moins sur la nostalgie ou en travaillant au contraire sur le cinéma de demain, etc. Mais c'est assez logique. En tant que cinéaste, forcément, vous parlez quand même de ce qui vous concerne. Et là, la disparition du cinéma, l'extinction même, enfin, de l'identité du cinéma, parce que le cinéma, moi je ne crois pas du tout qu'il est en train de disparaître, mais l'identité du cinéma, en tout cas, est vraiment en train de... Et le rapport à la salle du cinéma aussi. Le rapport à la salle, au spectateur, l'essence même de ce qui a fait qu'à un moment, vous avez voulu devenir cinéaste est en train de disparaître. Et donc c'est assez logique en fait que ça entraîne un nombre de films importants, enfin que beaucoup de cinéastes. Les films, c'est toujours quand même un peu des réponses à votre perception, à la fois de votre vie intime des fois, mais aussi d'une vie plus collective. Et je crois pas que ce soit un repli sur soi. Enfin, dans un sens, on pourrait dire que le film de Spielberg est plus un repli sur soi, par exemple, que le film de Damien Chazelle. Mais ça, ouais, en tout cas, je trouve que ce thème-là ne m'étonne pas du tout aujourd'hui. Alors, une transition aussi pour le film dont on a parlé, Le Lycéen, qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui est confronté à la mort de son père et à la façon dont il va un peu on va le suivre, on va l'accompagner dans sa reconstruction, voilà, ce qui fait une envie de vivre aussi, une sorte de vitalité. Je sais que c'est quelque chose, pour le coup, qui est proche qui est assez autobiographique. Donc comment est-ce que... Alors déjà, est-ce que c'était un projet qui dormait dans un tiroir depuis longtemps et que vous repoussiez peut-être? Est-ce que y a une vraie question quand même de la distance autobiographique qui peut faire le meilleur comme le pire des films ou le meilleur comme la pire des œuvres, et le désir fiction? Comment on arrive dans la balance à mettre un sujet aussi lourd, aussi important, et en même temps à en faire un moteur de fiction? Après, moi j'ai souvent travaillé quand même l'idée plus, parce que j'aime pas tellement le terme d'autobiographie, l'idée d'autoportrait. Dans un sens, un film comme Claire aimée et courir vite était un autoportrait du jeune homme que je trouvais dans les années 90, confronté notamment à l'épidémie du sida, justement dans ce cercle homosexuel. Et voilà, donc j'ai souvent essayé de travailler comme ça des espèces de personnages qui étaient... ou en tout cas moi, que ce soit à l'écriture ou au moment de la mise en scène, où j'avais l'impression que plus j'étais loyal, plus j'étais proche, on va dire, des sensations, des maudits, des situations même du film, plus c'était, je sais pas, pour moi c'était une espèce de morale de cinéaste en fait. Donc, mais c'est pas pour autant des films autobiographiques dans le sens où ils n'ont pas un côté, l'autobiographie, il y a quand même un côté, je vais vous raconter ma vie, mon histoire. Et peut-être y trouver un sens, enfin je sais pas comment le fait Spielberg par exemple. Par exemple, oui, qui a ce caractère-là. Là, sur le lycéen, il y a aussi cette notion d'autoportrait, parce que ce personnage, effectivement, emprunte à beaucoup de mes souvenirs d'adolescent, mais en même temps, c'est vraiment un film, quand je me suis décidé à l'écrire, je voulais vraiment faire un portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un film qui se passe aujourd'hui, dont le rapport, notamment à l'homosexualité, n'a strictement rien à voir avec le rapport que moi je pouvais avoir à l'homosexualité à la fin des années 80. C'est pas la même société, c'est pas et dont le rapport, enfin je veux dire, tout était, je sais pas comment dire ça, il y avait une double cible, à la fois d'être loyal avec mes sensations et mes sentiments et mes émotions d'adolescent des années 80, et en même temps d'essayer de définir une figure de jeune homme d'aujourd'hui. Et donc le film il est vraiment entre ces deux cibles,
Après, il y a eu tout un travail sur la mise en scène, sur le, j'allais dire je sais pas comment dire ça, les choix esthétiques pour créer une espèce de flou en fait sur la temporalité, c'est-à-dire que le spectateur puisse par moment presque oublier en fait que c'est un film d'aujourd'hui et le voir presque comme un film un tout petit peu qui parlerait d'un temps plus lointain. Et puis en même temps, par exemple, c'est quand même vraiment un film qu'on a filmé, il y avait encore des masques, c'était encore le Covid, etc. Et c'était le moment de la campagne présidentielle, etc. Il y a des espèces de signes comme ça. Qui me raccroche à un moment. Voilà, qui en tout cas sont accueillis par le film et qui admettent que le film a été tourné l'hiver dernier et ne prétend pas à une espèce d'illusion comme ça, ou dans un rapport chronologique comme ça qui le figerait dans le passé. La question que je me posais, c'est vraiment comment quelque chose de trop proche de nous peut nous empêcher de rentrer peut nous empêcher de rentrer dans la fiction ou dans quelque chose qui ne peut pas être autre chose que une sorte de plainte ou une sorte de, je sais pas, quelque chose de ce que vous parlez de soi, c'est forcément se plaindre. Non, mais parler de la mort prématurée d'un parent, c'est... Oui, mais c'est pas la vôtre pour le coup, c'est savoir à lui, c'est lui qu'il faut plaindre. Oui. Mais, en tout cas, je pense que c'est ce que pense un peu le personnage. Je pense pas du tout que ce soit un personnage génial, au contraire. Mais non, pas du tout, voilà. Non, mais je dis le risque que ça aurait été de... Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est bien la différence avec l'autobiographie. L'autobiographie, quand même, le rapport autobiographique, que ce soit en littérature, au cinéma, de toute façon, il est toujours beaucoup plus complexe le rapport autobiographique, sauf dans certains films documentaires, je pense. Le film de Jonathan Cahouët, le premier film de Jonathan Cahouët, ce genre de film où là, vraiment, il y a un rapport très, très particulier à l'autobiographie, mais à partir du moment où vous travaillez avec des acteurs, où ça s'incarne autrement, le rapport autobiographique, il est faussé. Vous ne pouvez pas prétendre à la vérité. Vous ne pouvez pas tellement plus prétendre à la vérité en littérature, mais en tout cas, vous pouvez sans cesse vous efforcer d'être au plus proche de la vérité et d'une langue et d'un temps particulier. Non, sur le... C'est vrai que ça peut ressembler à ce qui normalement aurait dû être mon premier film, parce que très très souvent des cinéastes, justement, on se sent très adolescent en fait quand on est un jeune cinéaste et qu'on fait ses premiers films. Et donc souvent le thème qui s'impose finalement c'est l'adolescence comme premier film. Et de très très grands cinéastes, de Truffaut, Piala, Tarkovsky, etc. Leur premier film c'est l'adolescence. Et on voit c'est leur adolescence. C'est leur adolescence revue au cinéma, mais revue avec l'image qu'ils ont d'eux à ce moment-là en tant que cinéastes, d'être des cinéastes adolescents, justement, des cinéastes... Non, mais voilà, vous permettez d'éclairer ma question. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de voir, votre premier film, mais qui est le 10e... Oui, mais qui arrive beaucoup trop tard. Pas trop tard, mais qui arrive tard. Non, après, c'est pour ça que pour moi, l'enjeu, il n'est pas tant là. Il est vraiment plus sur quelque chose de comment dire ça, je me sens, étrangement en fait, moi je me sens pas plus distant avec mon adolescence aujourd'hui à mon âge que quand j'avais 20 ans. Et bon, après ça peut être un problème, d'immaturité permanente, mais je suis pas si sûr qu'on s'éloigne tant que ça de son adolescence. Après, moi j'ai un rapport à mon enfance, par exemple mon enfance c'est une chose absolument enfouie. Mes récits d'enfance, je sais que ce sont des récits légendaires. Je sais qu'ils ne correspondent pas en fait qui n'ont pas de vérité en fait dans ma mémoire et qui n'ont pas non plus je ne suis pas tellement relié à mon enfance. Il y a plein de cinéastes qui sont reliés plutôt à leur enfance. Moi, j'ai toujours été relié à mon adolescence dans mon cinéma. Et donc, on pourrait dire qu'il a fallu toutes ces années pour pouvoir affronter quelque chose qui était quand même pas de l'ordre de la période la plus heureuse de ma vie. Mais je crois que c'est un petit peu différent. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'essayer comme ça de faire un film sur un moment de chaos et un moment où le sens disparaît absolument. Et je pense que pour toute personne qui a vécu un moment, quel que soit l'âge d'ailleurs, la mort de quelqu'un très proche, c'est en dehors du chagrin, de la violence, de la brutalité,
du rapport à sa propre mort qui s'instaure à ce moment-là. Le vrai, d'un point de vue sensible, je veux dire, la première perception qui est très étrange, c'est tout simplement de vous réveiller le lendemain matin et c'est pareil en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée qu'il y a des choses qui continuent comme avant, que le jour ne change pas finalement. Alors qu'il y a un événement insensé qui vient de bouleverser absolument votre existence, mais vous allez vous laver, vous allez manger, vous allez croiser à peu près les mêmes personnes, vous êtes à peu près dans les mêmes lieux, et vous savez, vous, au fond de vous, que tout est différent. Mais dans la perception en fait de votre vie quotidienne, tout est changé. Tout perd absolument tout sens. Et ce moment en fait de chaos, de perte de sens, qui est différent du moment du deuil, hein, encore une fois, qui est vraiment lié à la sidération, on va dire, de l'irruption de la mort, on va dire, dans la vie. C'est possible Et c'était ça, moi, qui m'intéressait, en fait. Et je me disais comment... et j'avais l'impression d'en avoir encore une perception réelle. Et j'ai essayé enfin, en tout cas, d'un point de vue formel, en tout cas, d'un point de vue d'émotion, c'était ça que j'essayais de retrouver. Faire un film où le personnage principal croit pouvoir donner du sens en fait à chaque situation qui lui arrive et que nous en tant que spectateurs on sait que ça n'a aucun sens, que en fait ce qu'il fait est insensé et tout en étant dans des situations très réalistes, vous voyez, très quotidiennes et très simples et donc peut-être que pour avoir cette distance-là, justement, le fait de faire ce film 20 ans trop tard... Non, je rigole, vous inquiétez pas, je vois aucun problème avec ça. Enfin, aucune susceptibilité. En tout cas, ouais, ça m'a paru plus... que j'y étais mieux préparé, et puis, pour être honnête, j'ai fait un travail justement autour de la famille de ma mère dans cette pièce qui s'appelle Le ciel de Nantes, où je faisais revenir beaucoup comme ça de fantômes de ma famille sur scène, avec un personnage qui portait mon nom et dont la famille faisait le procès en disant en gros t'es devenu cinéaste et t'as même pas été capable de faire un film sur nous, tu nous as trahis. Et faire ce film était pour moi une espèce de réponse en fait à ce défi-là. Et en même temps, ce film est un échec par rapport à ça, parce que ce n'est absolument pas ma famille qui est dans ce film. Oui. Je n'arriverai pas, en fait, je pense, un jour à rendre compte de ce milieu familial-là, de la violence de ce milieu, etc. Et donc, je pense que c'est cette préparation-là qui, à un moment, a libéré ce film. Et c'est pas un vieux projet, je me suis pas dit depuis des années qu'il fallait que je... En plus, ce film, je l'ai déjà fait. Enfin, vous voyez, Les chansons d'amour, c'est un film où c'est exactement la même chose, des très jeunes gens confrontés à l'irruption de la mort et comment cette mort finit par rendre les choses insensées et qui sont dans l'incapacité, on va dire, d'avoir un discours et donc qui se mettent à chanter parce qu'ils ne peuvent pas structurer un discours en fait sur eux. Donc beaucoup de mes films sont construits autour d'une rupture comme ça, d'une rupture d'un avant-après, et j'ai beaucoup de films qui sont comme ça, sur des espèces de conséquences en fait d'épisodes tragiques, on va dire. Et souvent le rapport à la vitalité, justement, est en tout cas ce que j'essaye de privilégier, plus que le rapport de la plainte, en tout cas. J'essaie. Moi j'ai ma liste de questions, mais si on a déjà... Spontanément, ouais. Dans un micro. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais on enregistre. Ah oui, c'est pour avoir un son à peu près propre. Vous parliez du lien un petit peu entre Retour à Nantes et le Souci de Nantes, pardon, et le lycéen. Et je voulais savoir comment vous avez abordé la direction d'acteur après ces deux projets qui peuvent peut-être s'auto-alimenter, et en plus avec cette dimension que vous disiez d'autoportrait un petit peu. Comment ça s'est passé pour vous ce travail? C'est vrai qu'il y a quelque chose en tout cas
Le Ciel de Nantes, c'est un peu la même chose avec Les Idoles, etc. C'est des pièces de théâtre où je pratique ce qu'on appelle l'écriture de plateau, mais chaque metteur en scène met une signification un peu différente là-dessus. En tout cas, moi, en général, quand on démarre les répétitions avec les acteurs, il n'y a pas de texte écrit. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec un texte, etc. Et donc, c'est tout un travail d'échange entre eux et moi, d'idées, de situations. En général, ils improvisent, on les filme, on retranscrit en fait ces impros, et au fur et à mesure, l'écriture en fait advient. Et donc ça repose vraiment beaucoup sur je sais pas comment dire ça, sur une espèce d'acteur-auteur en fait. Et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup au théâtre. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus au théâtre. Je trouve ça beaucoup plus... Je ne devrais pas dire ça, c'est pas vrai, j'aime bien travailler avec les acteurs au cinéma. Vraiment, j'aime vraiment travailler avec les acteurs au cinéma. Mais c'est quand même beaucoup plus satisfaisant au théâtre. Et aussi, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que j'ai une place beaucoup plus facile, tout simplement. C'est que c'est eux les chefs, au final. L'acteur est beaucoup plus roi au théâtre. Et donc, vous, en tant que metteur en scène, je ne sais pas comment dire ça, il y a quand même un moment où vous allez... Une mise en scène de théâtre, les répétitions, elles peuvent durer 2 mois. Il y a ce que vous préparez quand même, au final, c'est votre disparition. C'est le fait qu'à un moment, vous n'allez plus être là. Et qu'ils vont le faire sans vous, dans la solitude du metteur en scène. Voilà. Et donc, la responsabilité est immense, en fait, des acteurs. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est très différent, mais dans un sens, je trouve que dans le lycéen, il y a moins de distance. Je sais pas, j'ai essayé la manière dont Paul Kircher, qui est donc le jeune comédien qui joue, mais aussi Juliette Binoche, et pourtant forcément un très jeune comédien qui avait eu une expérience au cinéma avec quelqu'un comme Juliette Binoche, vous êtes obligé de trouver un registre de jeu où ils vont pouvoir se retrouver à un moment. Et certainement que j'ai essayé de faire en sorte dans ce film de retrouver un peu cette liberté des improvisations au théâtre. Alors, comme le scénario était écrit, pour le coup, il y a des dialogues, il y a des choses, mais j'ai essayé vraiment de les mettre dans une situation, de ne pas les enfermer, par exemple, dans un découpage avec des travelling, des choses comme ça, etc. Vous êtes obligé de structurer la scène et donc de structurer le jeu. C'est une caméra, en fait, à l'épaule, très mobile, qui ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Et donc, ça leur donnait une grande liberté. Et moi, une des choses dont je suis vraiment content dans le film, c'est ce que font les acteurs. Même quelqu'un comme Vincent Lacoste, avec qui on a beaucoup travaillé, en plus, sur les 3 derniers films, 3 films à suivre. Je vois bien, en fait, et lui, c'est pas forcément son truc, cette liberté-là. Je pense que c'est quelqu'un qui préfère la contrainte, mais il y a trouvé une autre manière d'être. Enfin, je trouve moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez riche et d'assez étonnant dans ce qu'il proposait. Donc certainement que mon travail de metteur en scène au théâtre peut influer, mais c'est quand ça peut se répondre. Là, je sais que je suis en train de préparer un nouveau film, et ce sera impossible, en fait, de par les choix des acteurs que j'ai faits, et de par le thème, et de ce qui se raconte, des situations, de laisser, en fait, autant de place à la liberté et à l'improvisation, comme il pouvait y avoir dans le lycée. Donc ouais, ça navigue, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Les réponses sont plus longues que les questions. Ah, c'est trop long. Non, mais pas du tout, mais c'est génial, c'est passionnant. Non, moi, la prochaine question, parce que je voulais montrer un petit extrait du film qui est le début, et ce que je trouve passionnant dans le film, c'est la façon dont on découvre le personnage, mais dont le personnage se raconte et nous raconte ce qu'il est. Et ça, je trouve ça, c'est un dispositif qu'on a déjà vu, un regard caméra qui n'est pas vraiment un regard caméra en plus, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, je sais pas, moi qui m'a énormément plu et qui m'embarque tout de suite dans le film, c'est la façon dont il nous présente, la façon dont il se présente quelque part. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous aviez écrit ça et comment vous aviez travaillé avec Paul, donc c'est le second rôle, mais bon, le premier grand rôle, je trouve qu'il est juste parfait dans la façon dont il s'empare de ce personnage-là, mais c'est beau de voir
voilà, une sorte de, encore une fois, un personnage en construction. Quoi. C'est une belle idée de cinéma. Bah, pour moi, ça faisait vraiment partie des choses. Une des premières choses que j'ai écrites quand j'ai écrit le scénario, c'est cette voix off, appelons-la la voix off, en fait, où effectivement le personnage essaye de raconter son histoire. Et je me suis beaucoup aidé pour ça c'est pas pour faire référence, mais bon, c'est vrai, d'un livre de Dostoïevski qui s'appelle L'adolescent, et où le narrateur, en fait, c'est un personnage adolescent. Et ce qui est très beau dans le livre de Dostoïevski, c'est que c'est un narrateur raté. C'est-à-dire il est incompétent, il ne sait pas raconter son histoire. Donc il commence quelque chose, et puis ah mais non, mais j'ai oublié de vous dire, donc il revient en arrière, et il y a comme ça, et tout le roman, qui est un gros roman, hein, est raconté comme ça, et au fur et à mesure, en tant que lecteur, vous agacez presque du fait que c'est mal raconté. Mais évidemment, ça raconte quelque chose de l'adolescence. Et je crois qu'une des choses qui est particulière à l'adolescence, c'est justement cette incompétence, j'allais dire, de se raconter. Même, et cet aveuglement. Souvent, on pense quand on est adolescent qu'on peut se raconter en quelques phrases, parce qu'on ne cesse de vouloir se présenter souvent aux autres, que ce soit les gens de notre âge ou les adultes, etc. Et souvent, on est dans une très grande vulnérabilité, très grande fragilité, en fait. Et vraiment... parce que c'est une recherche, c'est parce que c'est une recherche permanente, quoi, un ajustement. Parce que, alors après, c'est beaucoup plus facile de le savoir quand vous n'êtes plus adolescent, mais parce qu'on sait que justement, ce qui est la beauté tragique de l'adolescence, c'est qu'on est tout, c'est qu'on n'est rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est quelque chose à 14h et à 14h10 on est autre chose. Et qu'on est avec autant de sincérité à 14h et à 14h10 autre chose. Et que c'est ça qui va accompagner toute notre jeunesse en fait, jusqu'à un moment où on arrive à des âges où on se dit ah je ne suis que ça, parce qu'on doit bien admettre que non, on rêve d'être quelque chose, mais en fait on n'est que ça, et on fait toujours les mêmes erreurs, on dit toujours les mêmes conneries, voilà, voilà, on changera. On changera, mais peu, et vraiment comme des meubles qu'on pousse, mais d'une manière tellement, avec tellement d'efforts. Ça s'appelle l'acceptation aussi. Ouais, non, mais c'est très bien, c'est super. Mais c'est la grande force, et encore une fois, pour moi, la grande beauté de l'adolescence, elle est là. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait de faire ça. Et donc, j'ai écrit ce texte qui court sur l'ensemble de l'histoire, avant même d'écrire le scénario, et sans trop savoir à quel moment il allait arriver dans les scènes. Puis après, bon, au moment du scénario, de la production, je l'ai un peu comme ça essaimé, on va dire, sur les séquences. Mais c'est une des premières choses que j'ai dit à Paul, c'est qu'il fallait qu'il apprenne le texte en entier. Et ça fait à peu près 20 minutes de prise de parole. Et je lui avais dit, il faut vraiment que tu arrives le premier jour de tournage en sachant ce texte par cœur et que je peux le tourner quand je veux. Et effectivement, je crois que la deuxième semaine de tournage, un jour on avait fini un peu plus tôt, je lui ai dit, bon, on va te filmer. Et on a mis devant un fond noir et on s'est dit on y va. Et comme on tournait en pellicule, en fait, on a fait un premier magasin, il s'est pas arrêté, 10 minutes, puis on a fait un deuxième magasin, et j'ai eu comme ça les voix off, et on n'est jamais revenu dessus, et en une seule prise, par côté bête, têtu et breton, je me suis dit que je ne lui referais jamais refaire, en fait, et que moi je devais faire avec les moments et les morceaux. Voilà. Et ce qui est très beau, c'est que Paul, du coup, à la fois il est le personnage, mais il est aussi l'acteur, moi je vois qu'il cherche un tout petit peu quand même son texte. Et donc il essaye en fait, comme si les mots n'étaient pas complètement figés en fait chez lui. Et ça donne quelque chose qui moi très très vite, en fait au début je pensais à utiliser que le son et pas l'image en fait de ça. Et en cours de tournage je me suis dit ah mais non, il faut que le film soit structuré par ça. Et comme je savais que Juliette Binoche reprenait le récit, elle aussi avec un récit à la fin, j'ai assez vite dit à Juliette qu'il fallait aussi qu'elle apprenne. Voilà, c'est plus facile de le dire à Paul en disant apprends ton texte. Hein. Juliette, je t'apprends ton texte. Ah oui, mais on fera ça à la fin. Je dis oui, mais tu l'apprends. Bon, on l'a fait le dernier jour parce que avant ça aurait été dur, je pense. Et très naturellement, Juliette, elle a regardé la caméra pour dire son texte. Ah. Elle s'est adressée à la caméra, elle s'est adressée au spectateur, et ça change tout. Mais c'est ce qui est intéressant dans la façon. Ça change tout parce que évidemment, elle n'est pas dans l'adolescence, c'est-à-dire que le texte, bon, aussi il est écrit différemment, mais
mais elle sait raconter l'histoire. Et elle la raconte du point de vue de la mère et du point de vue de l'adulte qui comprend pour le coup ce qui arrive. Oui, mais oui. Moi je trouve que la façon dont Paul le dit, il y a quelque chose de tellement... on va le voir, comme ça on va tout... Ça dure 2 heures. Ça dure 5 minutes, mais c'est autant mettre des images. C'est vidéo. DVD. Mais je laisse... Je m'appelle Lucas, et ma vie est devenue une bête sauvage, que je peux plus approcher sans qu'elle me morde. Je suis effrayé par toutes mes idées. Je reconnais plus rien. Tout ce qui se passe dans ma tête a l'air d'une menace. Faut que ça s'arrête. Faut que je sois capable de tout reprendre. Je le sens au fond de moi. C'est comme un besoin intérieur qui me pourrit le crâne. Quelque chose répète en moi que je dois tout rassembler. Je dois être capable de revoir ce qui s'est passé. Ou alors c'est que je suis perdu et c'est fini. Je sais plus si je dois avoir peur que ce soit fini déjà. C'est idiot d'avoir peur de ce qui a déjà eu lieu. Avant j'étais juste un lycéen. Il n'y a rien de plus compliqué que de commencer en fait. Je suis lycéen, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans. Mais même ça, j'ai l'impression que c'est plus moi. Oscar aussi interne. Il habite le même village que moi, la chambre à 1 heure du lycée. Mais ouais, on prend le bus ensemble tous les lundis matins. J'ai pas envie de penser à lui maintenant en fait. J'en parlerai après, je vais plutôt débuter avec mon père. Mon père qui m'emmène au lycée en voiture. Il y a 2 semaines, quand j'étais encore intact. Nous approchons de Chambéry. Je regarde mon père conduire. On s'était pas beaucoup vu depuis les vacances de la Toussaint avec son boulot. On n'a pas grand chose à se raconter pendant ce trajet. Mais je me souviens qu'à un moment, il me dit que qu'il aurait pu avoir une vie différente. Qu'il aurait pu être autre chose qu'un prothésiste dentaire dans un village au fond d'une vallée. Faut pas que tu loupes ton année, hein. Je veux pas être lourdeau, je veux pas te faire croire que le lycée c'est le truc le plus important de ta vie, mais ça commence là. Tu dis ouais, mais bon, faut pas avoir de regrets plus tard. Quand j'avais ton âge, si j'avais été plus discipliné, bah j'aurais peut-être pas la vie que j'ai maintenant. J'aurais pu faire autrement, vivre autrement. T'es pas heureux? La question c'est pas de savoir si je suis heureux. Je sais que tu me le dis sûrement pour me motiver à bosser, mais n'empêche que tu t'es permis de mettre ta vie en doute devant moi. Ce qu'il faut. Et ce que j'ai ressenti alors, assis tout près de toi, dans cette voiture, c'est de la peine. Parce que je sais que moi aussi je suis de ton avis, que j'aurais voulu mieux aussi pour toi. Et j'ai voulu te répondre quelque chose de gentil, de rassurant, mais j'ai pas eu le temps. J'ai cru ce matin-là que j'allais mourir dans tes bras. Je me souviens très bien avoir pensé que j'aimais autant mourir dans ces bras-là.
pourquoi je suis pas mort ce matin-là. Je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai imposé cet extrait pour qu'on voit ma tête. C'est pour m'humilier, pour montrer que vraiment je suis un acteur abominable. Merci Potemkin. Non, c'est moi qui l'ai choisi, cet extrait, parce que je trouve, je trouve qu'elle elle dit beaucoup de choses, elle dit beaucoup de choses du personnage, du film. Moi, je trouve qu'elle est très émouvante dans ce qu'elle dit, les dialogues, la voix off, comme ça, comment le personnage se re-raconte cette histoire. Et surtout, vous disiez là dans certains interviews donc, que vous jouiez et que ça a été pour vous aussi une façon de vous mettre en lien aussi avec Paul, le comédien, parce que vous parlez de vous comme une sorte de comédien, mon incompétence d'acteur, vous parlez de votre voilà, mais ça le rassurait lui, et puis ça vous posait, vous, dans cette relation-là aussi, de mettre en scène un jeune comédien. Oui, c'est-à-dire c'est forcément difficile quand vous êtes... Paul, il avait pas 20 ans en fait sur le tournage, et vous avez un premier rôle, vous avez affaire à un metteur en scène, donc forcément il peut y avoir quelque chose un peu comme ça En tout cas, de mon côté, enfin perçu par lui, il aurait pu avoir quelque chose de l'ordre du rapport d'autorité, et en fait moi je voulais assez vite me débarrasser de ça, et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix cette scène-là on l'a tournée dans les 2 premiers jours. Donc on s'est retrouvés tous les deux dans cette voiture, et il n'y a rien de plus pénible très honnêtement que des scènes de voiture quand vous êtes acteur, parce que en général l'équipe est en dehors, donc vous êtes à l'intérieur de la voiture, il y a un Théo Tolki qui crache des informations à l'arrière, on dit ah ouais, faites le clap, donc vous faites le clap, vous faites la scène, vous ne savez même pas quand c'est coupé, ni rien, et puis vous voyez des gens devant le pare-brise en train de dire ça va pas du tout et tout ça, et puis vous attendez en tant qu'acteur en vous demandant ce qui se passe. Et là, moi, normalement, j'aurais dû être avec les gens qui s'inquiètent de l'autre côté du pare-brise, mais là j'étais avec Paul, donc forcément on était tous les deux isolés, donc c'est très bizarre le premier jour du tournage déjà d'abandonner sa place de metteur en scène par rapport à votre équipe, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne à côté de la caméra, et puis par rapport à Paul c'était une manière de lui dire qu'on était tous les deux ensemble en fait pour le film, et certainement de le rassurer aussi en tant que comédien. Donc ça a créé beaucoup de complicité entre nous, ces 2 jours où on était coincés à l'intérieur de cette voiture. Et puis le fait de choisir de jouer le père de l'histoire, comme quand même Paul savait qu'il y avait dans le personnage qu'il jouait, il y avait beaucoup de souvenirs, on va dire, de moi adolescent. C'était pour moi une manière de lui dire qu'il avait tout le terrain libre, que moi j'étais forcément passé du côté du père, et que donc le seul adolescent de ce tournage c'était lui, et que c'était lui qui devait primer surtout. Donc c'était dans un sens c'était vraiment de la direction d'acteur que de faire ce rôle-là avec lui ces 2 jours-là. Mais donc ça veut dire que vous l'avez trouvé lors d'un casting, et ça a été facile, évident, ou de le voir et de dire c'est lui, parce que c'est quand même un film où il ne faut pas trop se planter sur le jeune comédien qu'on va choisir quand même. Et vous essayez de jamais vous planter quelque chose le comédien, et bon, ça vous arrive. Non mais je crois que vous avez casté pas mal de jeunes comédiens. On a vu un peu plus de 300 en fait. C'est beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, mais sur un premier rôle comme c'était quand même, on voyait que des gens qui n'étaient pas connus, puisqu'on cherchait quelqu'un pour jouer un jeune homme de 17 ans. Donc à la fois on a fait du casting sauvage à la sortie des lycées, etc. Et puis aussi des jeunes comédiens qui étaient à Florent, ou des jeunes comédiens. Et donc, oui, c'est un casting. Honnêtement, Paul, c'était pas une évidence. Après les castings, c'est... Voilà, vous en avez 300, et puis 100, et puis 20, et puis vous finissez avec une dizaine de comédiens où vous dites
le film est possible avec ces 10-là. Mais tout le travail de casting après, c'est de voir quel film vous allez faire selon le comédien que vous choisissez. Parce que forcément, la nature, la couleur du comédien entraîne énormément de choses. Et à un moment, je me suis décidé pour Paul. Je me souviens, je l'ai appelé, il était en vacances, donc c'était au mois d'août, et on a commencé à tourner en décembre. Et donc après, on s'est vu un petit peu, mais pas tant que ça. Je lui ai donné des livres, des films à voir, on discutait un peu. Et la révélation, pour moi, ça a été vraiment la première semaine de tournage. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'avais été hyper chanceux. Parce que c'est pas que j'avais choisi moi la bonne personne, c'est juste que j'ai eu la chance de choisir un comédien excellent et très fort, vraiment très très fort. Paul est un comédien impressionnant. Dans quel registre ou dans quel... Non, il a un truc très fort, c'est qu'il est assez inédit. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations, même des situations un peu communes, etc., il a une manière qui n'est pas forcée en plus, qui n'est pas maniérée, de faire les choses différemment, on va dire, ou en étant toujours surprenant. Et ça, forcément, en tant que cinéaste, c'est très très agréable parce que vous écrivez des scènes, etc. Et soudain, on a toujours l'impression qu'il y a une réinvention des scènes et qu'elles sont presque contredites des fois par des intentions qu'il met ou dit mais je ne vais pas du tout dire ça. Mais du coup, c'était pour moi très intéressant. Et puis, j'aime beaucoup la manière dont qui appartient pour le coup à sa génération et donc à d'autres comédiens, mais sa virilité et son justement, enfin, elle échappe beaucoup au code de la virilité et sa manière d'être dans le film, sa sensualité, son côté gracile, etc. est très particulière et correspond vraiment à quelque chose d'aujourd'hui en fait, et ça j'aime bien. Et souvent les jeunes comédiens garçons, c'est pas du tout la même chose chez les filles, mais leur fragilité enfin, est tout à fait naturelle. Enfin, quand vous vous retrouvez avec un énorme rôle, vous avez Juliette Binoche en face de vous, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas avoir peur, quoi. Enfin, si vous n'êtes pas... Il y a que les idiots qui n'auraient pas peur. Et ben souvent ça vous fige, vous voyez, ça vous entraîne dans un jeu un peu dur comme ça, un peu justement avec des effets de voix, etc. Enfin, une manière comme ça d'afficher un truc un peu masculin. Et qui n'était pas du tout sa peur, en fait il ne la gérait pas du tout de cette façon là. Et puis c'est un grand comédien parce qu'il triche absolument pas et vraiment il ne triche absolument pas. Et même quelqu'un comme Juliette Binoche qui est vraiment une comédienne qui est capable de, enfin vous voyez, il y a des comédiennes plus ou moins Juliette, c'est vraiment une comédienne qui se met dans l'émotion avant l'action. Vous voyez ce que je veux dire C'est la première fois que vous travaillez avec Juliette. Ouais. Et donc Juliette, elle se met vraiment dans des émotions. C'est-à-dire que elle est très 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 proche des émotions du personnage. Elle met très très peu de distance en fait entre ce qu'elle ressent au moment de la scène. Elle a un côté un peu à l'américaine, vous voyez, là-dessus. Et elle était impressionnée en fait par la manière dont Paul est capable de faire ça. Qui est quand même normalement je sais pas comment dire ça, une compétence qui s'acquiert petit à petit et qui est difficile et qui est épuisante, surtout quand vous êtes sur le rôle où vous êtes là tous les jours. Quelqu'un comme Vincent, par exemple, ne se met pas du tout dans les émotions de la situation. Et ça, moi j'adore, Chiara non plus. Vous voyez, moi je travaille souvent avec des comédiens qui au contraire sont des comédiens de commentaires. Qui ont toujours cette petite fossette d'ironie et ce petit côté genre, bon allez, on va prendre ça trop au sérieux, et qui est très agréable enfin pour moi, parce que qui impose un jeu. Paul, il a ce truc d'être pleinement comédien, quoi. Je sais pas comment dire ça, il est vraiment très fort. Mais c'est ce que je trouvais, préparez vos questions, évidemment, mais c'est ce que je trouvais intéressant. Moi, je trouvais que c'était vraiment un enjeu du film d'avoir un élément comme ça, vraiment cette question-là du deuil, de la perte, quelque chose d'ultra dramatique, et la façon dont chacun des comédiens vont le traverser. Et c'est vrai qu'on s'accroche à Paul parce qu'on sent qu'il se construit en même temps qu'il se cogne et qui se sert et qui se sert de l'amour, de tout ce qu'il y a autour de lui pour avancer. Mais c'est même pas vaille que vaille, mais
il y a quelque chose dans la douleur qui n'empêche pas la vitalité et la vie et la joie. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas souvent vu quand même dans des films sur des sujets comme ça aussi lourds. C'est que la vie est là, et c'est pas envers et contre tout. Il faut que ce soit un cheer-up movie ou quelque chose comme ça, mais c'est les deux. Ce sont les deux. C'est-à-dire c'est la tristesse et la joie. Et on peut pleurer et rire, mais être autant l'un que l'autre, mais pas l'un après l'autre, mais être l'un et l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment le cœur du film et sa une sorte d'identité comme ça qui nous fait suivre ce personnage. Et c'est pour ça que moi j'ai presque beaucoup aimé le jeu de Paul, et c'est vrai que Binoche, ça ne me surprend absolument pas ce que vous me dites sur elle, parce que elle est, bon, on la connaît quand même, on l'a pratiqué, on l'a vu on l'a pratiqué. Non mais on la connaît, on connaît son jeu, et c'est vrai que c'est un jeu qui est tout de suite très intense, très dans ces émotions-là brutes. Et par rapport à un événement pareil, moi c'est vrai que j'étais pas plus rassuré, mais c'était plus facile pour moi de suivre Paul, qui était juste dans quelque chose de plus introverti, jusqu'à se muer dans le silence, dans ce personnage-là. Et je trouvais que c'était... oui, voilà, c'était très... J'aimais beaucoup ce jeu-là aussi. Ce jeu, pas de réaction, mais cette façon de traverser et de se construire. Quoi. Je sais pas si même pas de question, mais... Il n'y avait pas du tout de question. Ouais. Mais après, très honnêtement, Paul, il pouvait faire ça parce que justement, avec beaucoup de générosité, Juliette Binoche et Vincent Lacoste, en fait, lui ont laissé cette place-là. Ils l'ont soutenu, en fait, et ils l'ont hissé à cette place-là. Oui, non, mais dans l'écriture, c'est ce que ça demande. Oui. Question? Oui. Déjà, merci d'être là pour nous, c'est cool. Moi, j'avais une question sur, justement, par rapport à cette scène de la voiture, parce que justement, vous disiez qu'il y avait personne à côté de la caméra, et puis que, vu que vous étiez à l'intérieur de la voiture, vous voyez tout le monde bouger et tout. Du coup, comment vous l'avez vécu par rapport au fait que, justement, vous êtes aussi réa, mais que vous êtes dans cette voiture et que, je pense, vous devez rester dans cette voiture, ou bien je crois que vous avez dû quand même faire des allers-retours. Voilà, je me demandais comment ça se passe, parce que ça ne doit pas être simple de jouer, mais en même temps, ouais. Est-ce que vous aviez un point de vue extérieur? Je ne sais pas comment... Non, bah après j'avais décidé des places de caméra, etc. en amont, mais moi je travaille très peu avec les retours et je refuse qu'on enregistre les prises. Donc là, pas plus, voilà, je n'ai pas besoin de vérifier en fait. Chacun sa méthode après en tant que cinéaste, mais moi j'aime bien cette idée que les tournages sont quand même les moments en fait où non pas où on exécute quelque chose jusqu'au moment où ce soit parfait, vous voyez ce que je veux dire, et ce qui est le principe quand même de beaucoup de tournages. C'est bien pour ça qu'on fait plein de prises, et puis on regarde les prises, on dit ah non mais là le travelling n'est pas parti au bon moment, ah mais là la perche elle était, donc du coup on n'a pas cette réplique, etc. et tout ça. En fait ça m'a jamais tellement passionné, mais vraiment ça me passionne plus du tout. Je trouve que c'est trop laborieux. Et moi j'aime cette idée de l'élan en fait, c'est-à-dire de se dire bah voilà, on fait ce plan-là, et puis comme je travaille en pellicule, je fais très peu de prises parce que ça coûte forcément plus cher. Et puis souvent je dis bah on arrête. Et souvent d'ailleurs, que ce soit les acteurs ou l'équipe technique me disent mais bah non on va pas arrêter. On ne l'a pas, vous voyez ce que je veux dire, et je trouve ça faux, ce truc de on ne l'a pas, en fait. Si, pour moi, on l'a à partir de la première prise, on l'a, en fait, dans un sens. Et il n'y a pas de valeur de c'est mieux avant ou c'est mieux après. Au montage, vous pouvez prendre plutôt la quatrième prise que la première parce que, tout simplement, sur des problèmes de raccord d'humeur, de comédien, etc. Mais je ne sais pas comment Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration de la part de l'équipe technique, parce que par contre je ne supporte pas qu'il y ait un problème sur une première prise. Souvent les comédiens au début ils sont un petit peu stressés parce qu'en plus je répète pas tellement, etc. Et puis après ça donne une espèce d'élan où à la fin de la journée on a quand même vraiment l'impression qu'on a raconté quelque chose, alors que et donc moi là j'étais à l'intérieur, ce que ça racontait c'était pour moi la relation que j'étais en train de tisser avec Paul, et je m'en foutais un petit peu des plans. Après je me disais je vais bien réussir à avoir 2-3 plans où
on est dans la voiture et on comprend que je suis son père et qu'il est mon fils. Mais j'ai l'impression que c'était plus important, en fait, tout simplement, de vivre ce moment-là. C'est très étrange sur un tournage en tant que cinéaste. Souvent, en fait, vous savez que vous faites des plans qui sont très importants par rapport à ce que vous avez dit aux acteurs ou par rapport à ce que vous demandez à votre équipe technique. Et vous savez très très bien, vous, en les faisant, qu'ils ne seront jamais dans le film. Mais ils sont beaucoup plus importants pour le tournage, pour l'esprit du film, pour ce qu'on essaie. Parce que c'est quand même un truc bizarre, un tournage. Ça dure pas une journée, ça dure... même un film comme ça qui tourne assez rapidement, c'est quand même 6, 7, 8 semaines. Donc tous les jours, en fait, vous essayez de réunir 40 personnes autour d'un truc qui n'existe pas, que sincèrement personne ne vous réclame. Il n'y a que vous qui avez imposé un moment le désir de le faire. Il n'y a aucune utilité pour le faire, aucune utilité, voilà. Et donc c'est ça qui est difficile en fait sur un tournage en tant que cinéaste. C'est d'entraîner un tout petit peu des gens en leur disant ce qu'on fait aujourd'hui permettra plus tard de faire un film. Avec le montage, la musique, le machin, tout ça. Et c'est pour ça que je suis pas très inquiet. Certainement pour ça aussi que je suis pas très inquiet quand j'écris les scénarios. Parce que pour moi, vraiment, un film doit s'inventer au tournage. Et donc les scénarios, ça doit permettre de faire advenir des séquences au tournage. Mais moi, je travaille comme ça. Il y a plein d'autres cinéastes qui sont des très très grands cinéastes, qui au contraire, en fait, sont, vous voyez ce que je veux dire, dans l'exécution méticuleuse, on va dire, d'un plan qu'ils ont en tête, qu'ils ont rêvé, où ils imaginaient telle lumière, telle intonation du comédien, etc. Et tant qu'ils ne l'ont pas, en fait, ils ne lâcheront pas. Il y a une espèce d'obsession comme ça. On fait tous des films différemment, et moi, ce que j'aime vraiment dans un film, dans les miens et de plus en plus dans les films des autres, c'est qu'il y ait quelque chose d'organique, une espèce de vie qui se déplie au fur et à mesure du temps de la projection. Et que ce soit vraiment voilà, un peu vivant, donc avec des choses un peu inattendues par moment, avec mais qui est vraiment ce caractère-là, qui pour moi est vraiment un caractère de cinéma et qui pour le coup échappe vraiment aux autres productions. Et quand vous travaillez sur des séries ou quand vous travaillez sur des trucs, ça n'existe pas, ce truc-là. Il existe qu'au cinéma. C'est très fragile, c'est très fébrile, c'est par moments très complaisant, c'est par moments très insupportable. Tout ça, je n'y mets pas une valeur esthétique plus forte. Mais je crois que c'est dans l'identité particulière du cinéma. Et avoir fait un certain nombre de films que Witty l'a prise 1, l'a prise 5, ça change pas tant que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne change pas tant que ça. Et voilà, la perche, à un moment, elle passe dans le champ de la prise 1. Tant pis, on la laisse. Avant, on la laissait. Maintenant, avec le numérique, c'est hyper facile, vous l'enlevez. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'espèce de perfection technique, mais encore une fois, ça correspond à un certain genre de cinéma. Il y a du cinéma qui travaille autre chose, en fait. C'est tellement fragile, ce truc, un tout petit peu de désir partagé sur un tournage. Puis il y a plein de jours, vous arrivez, vous n'avez absolument pas envie de filmer, parce que vous avez eu votre mère la veille qui vous a dit un truc insupportable, qui vous a pourri toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi je cite ma mère, ce que me dit ma mère, je ne m'en inquiète pas une nuit entière. Mais voilà, il y a vraiment des jours où vous n'avez pas envie de... Et puis les acteurs pareil, et puis... et malgré tout, il faut... Ouais, faut cueillir le plus de choses possible pour plus tard, quoi. Merci. Une question? Oui. Ouais. Est-ce que vous travaillez toujours avec la même équipe, vu qu'il y a tellement de difficultés? Est-ce que c'est toujours le même genre? Ouais, mon chef opérateur, par exemple, là, Rémi Chevrin, c'est le même chef opérateur qui était sur mon premier film. Guillaume Lebras au son, ça va faire 10-12 films qu'on nous fait ensemble. Pascal Chaval qui fait les costumes, c'est pareil. Des fois, ça varie, mais plus parce que soudain, ils ne sont pas libres. Et que du coup, c'est l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. Mais ça va aussi justement avec ce que je raconte. C'est-à-dire que
ça demande beaucoup une grande confiance en fait dans son équipe, ce truc-là. Et donc en général, ouais, d'une aussi parce que quand vous faites 3, 4, 5 films avec des gens, a priori vous vous entendez bien avec eux, donc vous êtes content de les retrouver. Je ne veux pas dire que les tournages c'est des vacances et vous dites ah c'est cool, on va passer 2 mois ensemble, mais malgré tout il y a un plaisir aussi de la sympathie, de la convivialité, qui est hyper importante. C'est aussi pour ça que je retravaille des fois souvent avec les mêmes comédiens, c'est le plaisir de les retrouver. Et puis j'ai l'impression qu'on s'améliore de film en film, en fait. Qu'on fait plus les mêmes erreurs, donc voilà. Mais bon, après, il y a forcément un renouvellement qui se fait parce que les gens ne sont pas toujours libres, et donc voilà. Là, par exemple, le chef d'écho, c'est la première fois que je travaille avec lui. Jérémy, et pour le coup, il va être sur le prochain film. Donc il y a des postes importants des fois où soudain, mais c'est plutôt une équipe fidèle. Ouais. Et vous avez dit que vous ne répétez pas beaucoup, mais est-ce que les comédiens ils répètent entre eux? Et est-ce que c'est important de jouer exactement comme c'est écrit dans le scénario où il y a beaucoup de liberté? Il n'y a pas tant de liberté que ça sur les mots en soi, mais parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs qui se permettent de rajouter des mots. Vous voyez, il y a des acteurs qui sont vite pétrifiés en fait à l'idée comme ça Et puis souvent, moi on peut me le reprocher, mais souvent les personnages parlent un peu dans une langue un tout petit peu qui n'est pas hyper naturaliste, donc qui est un peu bizarre, et donc c'est pas si évident que ça. Non, ils répètent pas entre eux, ou alors en cachette de voix, mais je suis pas au courant. Non, après je sais quelqu'un comme Vincent, Chiara et Paul, du coup, moi je lui ai demandé, c'est des comédiens qui apprennent l'entièreté du scénario avant le premier jour du tournage. Donc ils connaissent vraiment l'ensemble des dialogues avant le premier jour du tournage, ce qui les libère énormément. Et puis il y a d'autres comédiens, au contraire, qui préfèrent apprendre un peu leur dialogue à la dernière minute parce qu'ils ont l'impression que du coup ça viendra d'une manière plus spontanée. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois pas trop à cette méthode, mais en tout cas je pense qu'elle est souvent assez agaçante pour le cinéaste, parce que ça entraîne beaucoup d'hésitation et tout ça, et ça fait des répliques trop longues. Juliette, je sais qu'elle répète avec quelqu'un avant de venir, mais parce que Juliette, elle fait beaucoup de projets, là, elle sortait, voilà, et donc il y a un moment quand même pour des gens comme Juliette, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de dialogues qu'elle a appris vu le nombre de films qu'elle a fait, donc c'est puis c'est très très différent d'un texte de théâtre. Vous voyez, un texte de théâtre, les gens sont toujours impressionnés, les spectateurs en disant ah, puis de mémoire ils ont. Non, c'est hyper facile un texte de théâtre, puis un texte de théâtre, c'est un texte littéraire. Donc le rapport au texte, il est très très particulier. Enfin, c'est l'apprentissage du texte, etc. Au cinéma, quand même, les dialogues sont rarement, vous voyez, n'ont pas en tout cas ce statut littéraire. Mais en revanche, chaque réplique d'un film peut faire penser à une réplique d'un film de 5 ans avant, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, forcément, pour le cerveau, ça doit se connecter d'une manière bizarre chez des acteurs qui ont fait autant de films que Juliette. Donc je pense qu'elle a besoin de répéter avant, juste pour être bien sûr que ces répliques-là... Ouais, c'est le bon texte et que c'est pas les textes du film d'avant, quoi. Je veux dire... moi, je trouve que c'est plutôt une bonne méthode de tout savoir avant. En plus, moi, ça m'arrange en tant que cinéaste, parce que comme ça me permet de changer d'avis, de dire « Ah non, mais la scène qu'on devait faire, on va en faire une autre. » Et ils ne sont pas en panique. Et puis après, moi, j'aime bien changer des dialogues en cours de prise, etc. Dire « Ah, tu devrais plutôt dire ça, et tout ça. » Parce que soudain, vous apercevez que c'est mal écrit, tout simplement. Vous avez écrit un truc qui se redit 2 fois dans une réplique, qui n'y a pas besoin. Et donc, ça donne aussi une espèce de jeu avec le comédien, que la matière, elle est toujours vivante, en fait, qu'elle n'est pas trop figée. Merci. Dernière question, si on a... Oui. Bonjour. Justement, vous parliez du rapport au texte et j'ai l'impression dans les lycéens et même dans vos anciens films, il y a quand même, je pense, peut-être un goût pour le dialogue.
Et du coup, je me demandais comment vous avez envisagé la deuxième partie du film, où bah, le personnage justement tombe un peu dans ce mythisme. Comment vous avez envisagé cette partie du film? Il y avait vraiment cette idée-là, justement, que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je voulais qu'il soit un peu incompétent dans sa manière de raconter l'histoire, et qu'à un moment, il est bloqué en fait, il ne sait plus raconter son histoire. Et toutes les idées qui lui viennent sont vraiment des mauvaises idées. Enfin, et ce qu'il fait, c'est des mauvaises idées à Paris, l'histoire avec le client, le frère, etc. Et tout ça. Et donc j'aimais bien l'idée du mutisme. Mais vous avez raison, c'est que après c'est très très étrange. Parce que moi j'ai un goût vraiment pour les scènes dialoguées, trop. C'est hyper bavard souvent dans mes films. Après, de se dire qu'il y avait presque un quart d'heure ou 20 minutes de film en fait, où, dans le silence, et comment réussir à faire circuler les émotions dans ces scènes-là et à pas lâcher le personnage. Et c'est là où j'ai eu vraiment la chance d'avoir quelqu'un comme Paul. Il est très fort aussi dans cette partie-là, justement. Il a comme ça une espèce de manière de s'absenter du film au début de cette partie-là et de revenir peu à peu. Alors ça passe par la course, voilà, par cette idée d'avoir un corps qui s'accélère au fur et à mesure. C'est pour ça que j'avais choisi ce truc de la course. Et puis par des effets de mise en scène un peu plus marqués. Je pense qu'il y a une scène de douche où soudain en fait la couleur varie, etc. Et c'était pour moi, c'était un enjeu un peu difficile, j'avais un peu peur. D'ailleurs, j'avais mis plus de scènes où son frère ou sa mère viennent le visiter, parce que je me disais, oh là là, mais ça va être bizarre, tout ce moment très très silencieux, et que j'ai coupé au montage, en fait, j'en ai gardé qu'une. Parce qu'au contraire, je trouvais que ça donnait quelque chose, une espèce de respiration dans le film assez étrange et qui me plaisait bien. Je reviens aussi sur un personnage dont on n'a pas parlé, qui est le personnage de Guizot. Je trouve que c'est un personnage assez essentiel et particulièrement bien écrit dans ce qu'il représente dans cette partie du film. Parce que je trouve que le film, à travers ce film, le personnage principal presque réinvente tous ses liens aussi. Il réinvente ce lien pour sa survie et pour sa vie, mais le lien à sa mère, à son frère, mais on sent que c'est vraiment des liens qui sont remis en jeu presque, ou qui se modifient fortement entre le début et la fin du film. Et ce personnage-là, il est très étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une sorte d'alter ego un peu hybride, comme s'il était un peu plus, comme s'il avait plus vécu, mais en même temps, je sais pas quelle place il a, mais il a une place assez essentielle pour le personnage principal, pour la construction pour son appétit de vie qui va venir. Est-ce que tu peux nous parler peut-être? Oui, c'est un personnage que moi j'aime. Et puis le comédien, qui d'ailleurs c'est son premier film pour le coup, Erwan, il avait fait un court-métrage avant, mais c'est son premier long-métrage. Et lui aussi, on a mis du temps en fait avant de le trouver. Plus qu'un alter ego, c'est une espèce d'ange gardien en fait pour cette famille. C'est-à-dire qu'il a un rapport alors que lui-même traverse dans sa vie beaucoup de difficultés et que le film en fait essaye comme ça, à travers les yeux de Paul, de révéler comme ça des moments où on s'aperçoit que c'est un personnage pas privilégié du tout par la vie au moment en tout cas où le film, dans l'histoire du film, il a ce caractère absolument bienveillant, protecteur, aussi désirable, qui donne comme ça je sais pas comment dire ça, enfin en tout cas moi je voulais qu'il apporte un autre univers dans le film. Et donc voilà, après, et puis il est vraiment aussi d'aujourd'hui, il a quelque chose en fait dans sa... Il est à la fois très délicat, très doux, mais assez brutal finalement dans ses rapports. Et quand je disais alter ego, c'était comme si c'était un autre pôle possible, quoi. Dans ce sens-là, dans le sens blessé, avec du ratage, mais aussi oui, mais qui a de la maturité. Oui, mais bien sûr, mais pas au même moment de vie, quoi. Voilà. Justement. Ouais. C'est un personnage qui est plutôt très très mature, malgré le fait qu'on pourrait penser que plein de choses de sa vie paraissent immatures, mais il fait avec en fait, comme il peut, mais il fait avec. Et c'est vrai qu'il est le personnage qui révèle Paul et qui
pas le sauve, parce que je pense pas que le film Non, a c'est ce genre de récit-là, mais en tout cas qui, à un moment, permet une réconciliation possible dans cette famille. Oui, tout à fait. Bon, dernière question par rapport au projet, si vous voulez en parler ou pas. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le D'accord. prochain ok. projet, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. D'accord, ok, ok. Mais il y a donc un film. Un film qui se tournera cet été. Cet été. D'accord, ok. Ok. Bon, bah, très bien, on est patient. On verra. Voilà. Bon, bah, un grand merci. Christophe. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Et donc, le film est achetable en caisse et dédicaçable ici, voilà, sur cette petite table rouge. Donc voilà.